Bonsoir Monsieur Soral, votre avis m'intéresse. J'ai 32 ans. Ma mère, qui a à peu près votre âge, m'a fait lire entre autres Laborie, Céline, Musil, etc. J'ai lu suffisamment d'auteurs importants pour me faire une idée, en plus de mon expérience personnelle. Ma question simplement est la suivante. Comment pourriez-vous expliquer que les gens mauvais, et même excessivement mauvais, et vous comprendrez bien de qui je parle, et qui font autant de mal, acceptent autant de compromis et commettent autant de mensonges, voire parfois de crimes, puissent vivre vieux, en bonne santé mentale et en bonne santé physique, là où moi-même, ou c'est-à-dire le commun des mortels, aurait déjà développé 6 maladies graves et 3 infarctus. Voilà. Écoutez, merci pour votre avis et merci pour votre travail. Au revoir, Monsieur Soral. C'est une question dangereuse et très intéressante, sur laquelle je me suis d'ailleurs beaucoup penché, puisque j'ai eu moi-même affaire à des gens qui avaient ce genre de fonctionnement, de rapport à l'autre, de rapport à la vérité, de rapport au mensonge, et j'ai toujours été très, très étonné et choqué de leur capacité à supporter tout ça sans aucun problème, je dirais, moral, comment dirais-je, qui les aurait submergés. Hein, voilà. Et alors, j'ai trouvé quand même des réponses. Hein. Il y a déjà ce qu'on appelle le patriarcat matrilinéaire, c'est-à-dire ce qu'on peut appeler, nous, la mère abusive. Le fait que la loi soit transmise par la mère et pas par le père rend cette loi inviolable dans l'esprit de l'enfant, enfin surtout du petit garçon, et ça donne une espèce de certitude d'être dans la vérité et une confiance en soi qui ferme la porte, je dirais, à la vraie loi critique, hein, qui normalement est transmise par le père. Donc il y a quand même la mère abusive, qui est en fait la conséquence de la matrilinéarité, permet en réalité une espèce d'hyper-narcissisme qui ne laisse pas passer la critique. En général, la critique, c'est le surmoi, c'est le rapport du père au fils. Hein, voilà. Et donc, il faut bien avoir déjà à l'idée que la mère abusive joue un rôle anesthésiant par rapport à la question morale et un rôle, je dirais, de fascinatoire par rapport à l'hyper-narcissisme. Hein. Et après, en plus, il y a toute une éducation qui va avec. Et alors là, il y a le terme très simple de l'élection. Quand votre mère vous a persuadé que vous étiez le plus beau et qu'en plus vous vous inscrivez dans une communauté dont la religion, c'est-à-dire quelque chose qui est indiscutable aussi, hein, il y a l'inviolabilité de la mère et l'indiscutabilité de la loi quand c'est une loi sacrée, hein, une loi transcendante, qui vous dit que vous êtes des élus avec un destin manifeste et que les autres ne sont pas des autres, ce sont des marchepieds qui ont été mis sur votre chemin pour vous aider à vous élever et que le rapport de domination est un rapport normal. Hein, voilà. Alors après, par les vicissitudes de la vie, se développe une psychologie triangulaire dont j'ai déjà parlé, dont Otto Weininger parle très bien, qui consiste à inscrire sa domination fondamentalement dans la manipulation et le mensonge. Hein, donc ça devient une culture. Hein, voilà. Donc vous avez 3 stades, hein. La mère abusive, la religion de l'élection, plus après une habitude rendue nécessaire dans le rapport à l'autre, parce que sinon effectivement ça serait, je dirais, dangereux, enfin encore plus dangereux. Voilà. Donc ça produit effectivement des êtres qui nous paraissent, nous, assez monstrueux. Hein. Je ne vais pas citer d'exemple, mais je sais pas, l'affaire Epstein ou l'affaire Weinstein récemment ont permis de nous en montrer des exemples assez précis. Et puis il y a aussi une théorie dont je ne suis pas sûr à 100%, mais dont parlait Domergue, hein, qui était la circoncision du 8e jour. Ce que ça produisait comme modification et comme ça avait pour conséquence un certain blocage de l'affect. Hein, voilà, ce qu'on retrouve d'ailleurs par ailleurs chez les autistes. Vous voyez, donc c'est intéressant d'ailleurs de voir en ce moment les ponts qu'il y aurait entre ces différents acteurs, ces différents phénomènes. Alors après, là où je veux nuancer, c'est que en réalité, cette personnalité infiniment, on pourrait dire, étrange, est en fait produit une personnalité aussi très torturée. Contrairement à ce qu'on croit, il y a beaucoup de dépression, beaucoup de suicides et beaucoup de pathologies annexes, hein, notamment de maladies physiques spécifiques, maladies de la peau, maladies nerveuses, sexualité pathologique. En réalité, c'est pas si évident que ça passe comme une lettre à la poste chez certains individus. Je sais pas, il suffit de lire Kafka pour comprendre effectivement qu'il n'y a pas que ça peut produire d'un côté le président Shamir ou le général Sharon, et puis de l'autre côté, ça peut produire Kafka, ça produit Simone Veil. Hein. Je ne parle pas de l'avorteuse, hein, je parle de la grande philosophe. Vous voyez, c'est-à-dire que
ça peut produire la conversion de la sœur de Bernard-Henri Lévy. C'est-à-dire qu'en réalité, tout ça est caché. En fait, il y a beaucoup de conversions, il y a beaucoup de gens qui quittent la communauté, il y a beaucoup de gens qui souffrent énormément de ce qu'ils sont obligés d'assumer comme être collectif. Et c'est là qu'est l'espoir, quand même. Mais évidemment, c'est caché, puisqu'on est face à des gens dont le principe premier, pratiquement, est la dissimulation. Voilà. Donc, l'espoir, il est quand même là. Je dirais que ces structurations-là en poupée russe produisent de la monstruosité, mais cette monstruosité n'est pas sans effet secondaire. Et beaucoup en souffrent. Et d'ailleurs, pour toujours être dans l'espoir et être chrétien, je tends la main, je le répète, aux gens qui souffrent de tout ça et qui aimeraient rejoindre l'humanité du Christ. Voilà, la porte leur a toujours été grande ouverte chez moi comme chez tous les chrétiens authentiques. Et je renouvelle cette main tendue. Voilà.